Quelle belle chute de saxophone. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir de vous retrouver. Voilà, en plus vous êtes nombreux. Je crois qu'il y a toutes les générations. Ça tombe très bien. Vous êtes au bon endroit. C'est un samedi matin. Fallait venir. Il faisait un peu froid, mais vous êtes là et c'est formidable. Alors notre panel aujourd'hui, c'est comprendre les enjeux, construire des stratégies, comment sortir de l'impasse climatique. J'ajoute de l'impasse climatique et de l'impasse sur la question de la biodiversité. C'est important, puisqu'on aura aussi la chance d'avoir quelqu'un qui est vraiment un spécialiste de ce sujet-là, et de la question de la nature, du rapport à la nature. Il y a deux urgences, c'est deux sujets séparés, mais c'est des sujets sur lesquels il y a beaucoup d'interactions. Alors on est pris bien évidemment dans un grand paradoxe. Je me présente d'abord, je m'appelle Vincent Giret, je lance un nouveau média qui s'appelle 2050 NAO, qui est un média dédié à l'accélération de la transition écologique au sein du groupe Les Échos le Parisien. C'est un média 100% numérique, sans publicité, dans une entreprise à mission. Et vous pouvez vous abonner sur le compte Instagram, sur le compte YouTube pour des formats plus experts et sur une newsletter. Je ferme ma parenthèse publicitaire. On est dans un paradoxe, je vous disais, parce que tous les jours dans l'actualité, on nous rappelle l'urgence du sujet. Les scientifiques, bien sûr, la fréquence, l'intensité des événements climatiques, l'année 24 qui a été la plus chaude, et puis toutes ces images qu'on voit déferler, Valence, le Nord-Pas-de-Calais, les grands feux, les sécheresses dans le sud-ouest ces dernières années. Et puis on a vécu une forme, je crois collectivement, on a subi trois chocs en fait. Le choc, on pensait que c'était plutôt les autres, plutôt loin, on se aperçoit que c'est plutôt chez nous aussi. On pensait qu'on avait le temps, qu'on avait quand même un peu de temps, on s'aperçoit que non, on n'a pas le temps du tout, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et puis on pensait que c'était surtout la question des États, des régulations, des entreprises. Et puis on s'aperçoit qu'on est vraiment, nous tous, chacun d'entre nous, concernés si on veut sortir justement de cette impasse. Alors il y a en plus un momentum qui n'est pas favorable. On s'en est dit un tout petit mot avec les panélistes et je pense que c'est un sujet sur lequel on reviendra. On sent bien qu'il y a un risque de backlash, qu'on a du mal à passer en fait. On a du mal à passer à l'échelle, à accélérer cette transition. On voit que les COP piétinent encore en ce moment. Voilà, on voit qu'il y a des contradictions aussi difficiles à gérer entre les véhicules électriques, le marché, les incitations, les régulations, et puis l'emploi, la nécessité de reformer des salariés, etc. Voilà, on bute entre ce qu'un économiste avait appelé la fin du mois et la fin du monde. Et puis on est du coup un peu tétanisés, tous. On se dit mais on est un peu le lapin pris dans les phares, là. On a besoin de construire des stratégies, justement, ensemble, collectivement. C'est tout l'enjeu de ce panel. Voilà, donc je vais appeler à nous rejoindre à la tribune. Je commence par Chris Boller parce qu'on est chez lui. On est dans un temple ici de la connaissance. Directeur de recherche au CNRS, professeur invité au Collège de France. Il a dirigé justement la chaire Biodiversité et écosystème de 2020 à 2021. Il a écrit aussi un joli petit livre que je vous présenterai tout à l'heure. Et il a dirigé le labo de génomique des plantes et des algues. Ça ouvre aussi un certain nombre de sujets. Véronique Andrieux, directrice générale France du WWF, qui est une ONG que vous connaissez bien. C'est la plus grande ONG mondiale de protection de l'environnement. Et puis, Véronique, vous avez aussi une expérience à l'étranger, en Afrique, en Amérique du Sud. Et ça aussi, c'est intéressant puisqu'on a affaire à un problème global. Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT. La CFDT, c'est le premier syndicat français. Et puis, ce qui est intéressant, Marie-Lise aussi, c'est que vous avez un background scientifique, puisque vous avez fait de la chimie de l'environnement. Et bien évidemment, ces sujets-là ont une résonance scientifique forte. Et c'est aussi intéressant qu'une responsable syndicale ait ce background-là. C'est trop rare dans les dirigeants aujourd'hui. Et puis Martial Vargas González, qui est expert en sciences et en innovation chez Cantis. Cantis appartient au groupe de BCG. Et Cantis, c'est un cabinet de conseil en stratégie et donc qui accompagne au quotidien les entreprises pour changer de modèle productif. Et donc il y a ces capteurs d'entreprises qui sont très intéressants pour le sujet qui nous occupe. Vous connaissez le principe. Le principe, c'est que ce sont les étudiants qui vont poser des questions.
et je les citerai tout à l'heure avant de leur donner la parole. Ils sont là, donc merci à tous les quatre d'avoir préparé et de prendre la parole ensuite pour interpeller nos panélistes. Je vais juste poser une première question pour que chacun, et notamment le public, rentrez. Il y a de la place aussi de ce côté-ci, n'hésitez pas, je vous en prie. Vous arrivez juste à temps. Nos panélistes n'ont pas encore parlé, donc voilà, descendez tranquillement et venez au premier rang, il y a de la place. Et je vais poser une première question à Chris Boller. On va suivre ensuite les quatre panélistes pour que vous puissiez les entendre, pour que vous compreniez là où chacun se situe dans le sujet qui nous occupe. C'est vraiment bâtir des stratégies qui nous permettent de sortir de l'impasse et d'accélérer la transition. Chris, quand vous regardez ce sujet d'impasse aujourd'hui, on voit bien aussi l'accélération de la dégradation de la biodiversité et de la nature. Quel est l'obstacle que vous identifiez en premier? Quand on a préparé cet échange, vous m'avez dit il y a une chose qui me paraît très importante et qui n'est pas assez forte aujourd'hui, c'est le lien entre le monde de la connaissance, l'univers de la connaissance, et on y est ce matin, et la société civile d'une manière générale. La jeunesse, mais aussi la société d'une manière générale, les entreprises, peut-être les dirigeants aussi. Ce lien entre connaissances dont on a besoin sur un sujet aussi complexe et puis l'ensemble de la société. Qu'est-ce que là, en tant que chercheur, que scientifique, vous voyez, comment on peut améliorer les choses? Bon, merci d'abord Vincent, merci d'être là. C'est vrai, on est face à une urgence aujourd'hui. Moi, je considère qu'on a trois urgences, principalement l'urgence climat, l'urgence biodiversité et l'urgence dégradation environnementale. Il y a trois sujets étroitement interconnectés, donc on ne peut pas disassocier les trois. Donc il faut aborder tous les trois en même temps. C'est difficile, c'est complexe. C'est un enjeu vraiment... c'est l'enjeu majeur aujourd'hui, je pense, pour notre planète, même si on est toujours confronté tous les jours avec les urgences plus urgentes, on peut dire, Gaza, Ukraine, les élections aux États-Unis, etc. Donc les urgences qui sont plus à long terme, ils passent toujours en arrière, malheureusement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut changer. Comment le faire? C'est un gros sujet. Moi, je suis alors chercheur. Je suis chercheur CNRS. J'ai un laboratoire de recherche. Plusieurs de mes étudiants, ils sont là. Je les remercie d'être là. Et nous travaillons sur la recherche fondamentale sur les sujets liés à la biodiversité, notamment au sein des océans. Et un des éléments que je voulais souligner ce matin, c'est le fait que nous, en tant que scientifiques, on est souvent cloisonnés. On n'est pas trop souvent sur scène pour parler de ce qu'on fait. Souvent, on n'est pas bon à le faire. On n'a pas une formation en communication. On ne sait pas comment le faire. Donc, c'est compliqué pour nous. Pourtant, c'est très important. Comment traduire la connaissance scientifique dans une langue que la société civile peut comprendre, peut apprécier, c'est un enjeu très important, à mon avis. Et au-delà de la société civile, aussi sensibiliser le monde du plaidoyer, le monde de gouvernance, le monde politique. C'est un autre enjeu très important. Ça, on peut peut-être parler plus en détail. Merci, Chris. Et un autre aspect, c'est le lien entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, qui sont deux mondes différents avec peu de liens entre les deux éventuellement. Donc on peut parler de ça en plus de détails plus tard. Tout à l'heure, merci. Ce qui est intéressant, Chris, aussi, c'est qu'on voit dans ce que vous avez dit là aussi, qu'il n'y a pas une discipline qui peut penser
à elle seule le sujet qui nous occupe. Il y a la nécessité d'une interdisciplinarité, parce que le problème est holistique, il est dans sa complexité. Et ça, c'est aussi un défi pour les scientifiques, d'avoir une capacité à travailler ensemble dans des disciplines différentes. Je trouve que ça, moi, je trouve qu'en tant que médias, on voit bien que les scientifiques sont beaucoup plus venus dans l'arène médiatique. On les voit sur les plateaux de télé, dans les radios, etc. Beaucoup ont appris, mais vous avez raison, c'est aussi un sujet de communication, de transmission dans le grand public de données scientifiques. Véronique Andrieux, je vous pose à vous aussi la question, parce que vous avez aussi, je le disais, une expérience internationale. Vous êtes une très grande ONG, vous avez beaucoup de capteurs. Et quand je vous ai posé la question de savoir s'il y avait un obstacle, je me dis il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Et il y en a peut-être 3 principaux. Et c'est intéressant, de façon courte, au moins qu'on puisse les identifier avant de passer la parole aux étudiants. Oui, merci beaucoup et merci pour cette invitation. Alors en effet, en termes d'obstacles, moi j'en vois plusieurs, peut-être 3 que je voudrais souligner. D'une part, le stop and go au niveau des gouvernements et des preneurs de décision au niveau politique. En termes de politique publique, on définit un cap. Ça a été le cas avec l'Union européenne, avec le Green Deal. Et puis en fait, on branche, on débranche, comme si c'était en lien avec la crise de la dette, avec un environnement qui effectivement se durcit. Et du coup, ça, c'est pas possible parce que ça n'apporte pas de visibilité et de lisibilité dans le moyen long terme. Ça se résout pas en 2-3 ans de budget, là. C'est vraiment une question de long terme. Donc ce cap, cette vision claire n'est pas nécessairement adaptée avec cette logique de stop and go au niveau politique. Le deuxième, c'est une question d'indicateurs économiques. Les entreprises fonctionnent beaucoup sur une logique de profit court terme parce que dans certains cas, elles dépendent d'investisseurs. Quand les investisseurs ne mettent pas tout en haut des priorités les questions climat, biodiversité, eh bien l'équilibre en fait entre tout ce qui est profit, planète et social évidemment, quelque part se dégrade et se déséquilibre. Donc pour moi, il y a un vrai sujet et là il y a eu beaucoup d'avancées en termes d'instruments, d'outils, de métriques, en termes de comment les impacts, les dépendances et les risques climat et nature sont intégrés dans la lecture qu'on peut faire de est-ce que cette entreprise est en bonne santé ? Parce qu'en fait, si elle n'a pas pris le virage, elle n'a pas commencé à agir sur son portfolio de produits, son R&D, ses investissements en termes de CAPEX par exemple, ça veut dire que cette entreprise, elle vit sur le court terme, elle n'est pas en train de se préparer pour l'avenir. Donc, qu'elle n'est pas nécessairement un bon investissement d'avenir. Et enfin, je dirais que c'est une question aussi de récit, de narratif collectif. Peut-être que l'écologie est restée trop... dans des questions, ça devient très très vite technique et scientifique. C'est de la science à la base, c'est ça le socle, et Chris l'a très bien expliqué. Mais là, il faut créer des ponts avec les questions de santé, les questions d'adaptation, de résilience, les questions de préparation et prévention de catastrophes naturelles. Quand on voit ce qui s'est passé à Valence en Espagne, par exemple, et si là, on n'investit pas dans la prévention d'inondations, de sécheresse, de dégradation aussi des actifs, des ménages, de leur maison, de leur terroir, adaptation de l'agriculture aussi, ça nous emmène vraiment droit dans le mur. Donc je pense qu'il y a un besoin vraiment de créer ces passerelles entre les différentes disciplines, comme tu l'as aussi très bien dit. Merci Véronique. Marie-Lise Léon, justement, Véronique parlait à l'instant de la dégradation des actifs. Et en économie, on appelle ça même les actifs échoués, c'est-à-dire des entreprises qui vont perdre de la valeur parce qu'elles sont trop carbonées. Et donc on voit bien là la contradiction aussi pour un mouvement social, pour un mouvement syndical, de gérer à la fois cette transformation de modèle productif sur lequel il faut accélérer. Et puis derrière, il y a des industries, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des compétences qui éventuellement sont plus adaptées à cette transition. Et donc comment vous identifiez, là où vous êtes, avec la responsabilité qui est la vôtre, cette tension entre des temporalités et puis des risques aussi, des parcours professionnels, etc. Cette tension entre des objectifs contradictoires. Merci beaucoup de cette invitation. Très rapidement, je pense que le panel aussi ici donne à voir la complexité du sujet et le fait qu'il y a vraiment beaucoup de dimensions différentes à intégrer à cet enjeu de transformation écologique. Et en fait, peut-être, je le dis avec mes mots, quand on est face à une transformation de cette ampleur, je pense qu'il faut on s'est insuffisamment questionné sur la question de la méthode
Et la façon, et quand on parle d'indicateurs économiques, je dis on est en incapacité à changer de lunettes, c'est-à-dire de se dire comment cette transformation concrètement va métamorphoser le modèle économique, va métamorphoser et la nécessité de faire différemment, d'intégrer des nouvelles façons de travailler et de faire collectif, notamment en intégrant mieux les sciences ou plus les sciences. Et je pense que l'une des difficultés à laquelle, et c'est, je pense, un obstacle, c'est de se dire on va pouvoir faire face à ces défis avec les outils et les méthodes qu'on a déjà. Et je pense qu'on s'est insuffisamment questionné sur comment y compris, on transforme notre façon de travailler et notre façon de coopérer pour pouvoir faire face collectivement à ces enjeux. Alors moi, ce que j'observe en termes d'obstacles, c'est par exemple un des outils sur lequel nous-mêmes on s'est beaucoup engagé, pesé, qui est la question de l'outil juridique, et de se dire avec des normes et avec des obligations, les entreprises vont devoir évoluer et vont se mettre dans la bonne trajectoire. Or, on se rend compte qu'elles sont plus dans une mise en conformité réglementaire ou juridique que dans une intégration de ces outils comme un élément de transformation de leur activité. Donc ça, c'est une difficulté, et surtout à un moment où on voit que ces outils sont fragilisés par des mouvements qui disent nous n'avons pas les moyens de respecter ces objectifs, donc il faut être moins ambitieux ou décaler les normes ou les obligations réglementaires. Ça, c'est un sujet, je pense, qui est un vrai. Je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion sur cet outil et la façon dont les entreprises parviennent toujours à un moment ou à un autre. Je le dis de façon assez caricaturelle, elles ne sont pas toutes, bien entendu, dans cette perspective, mais une entreprise qui voit une échéance réglementaire approcher, elle va plutôt se demander comment elle va obtenir des dérogations ou de reporter les échéances que celle qui n'a pas anticipé, en tout cas, ou celle qui n'a pas souhaité le faire. Et c'est valable, c'est valable depuis très longtemps, parce que vous évoquez mon passé. Moi, je suis une incorrigible chimiste. Je sais qu'il y a depuis des obligations européennes, notamment pour des processus de chimie qui interdisaient des processus d'utilisation au mercure. Ça date de 20 ans. Et bien, je ne connais pas une entreprise qui a été dans les délais pour pouvoir s'adapter à ces méthodes, à ces nouvelles méthodes. Le deuxième obstacle que j'identifie, c'est culturellement, je pense, assez spécifique à la France, c'est un manque de coopération entre acteurs d'une même filière de production de valeur. Il y a d'autres types de coopération, par exemple en Allemagne, mais en France, c'est assez, et on le voit aujourd'hui, des grandes difficultés, notamment en termes d'emploi, dans la filière de l'automobile, où on voit qu'il y a une vraie dichotomie entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Et puis, le troisième obstacle que j'identifie, et là, vous allez me dire qu'en tant que syndicaliste, je n'ai pas été assez efficace, mais c'est la question de l'emploi et du travail qui ne sont jamais intégrés comme étant des outils, une dimension stratégique à la réussite de cette transformation écologique. Et là, ça veut dire que les considérations sont souvent beaucoup trop cloisonnées entre l'économique, entre l'environnemental. Les questions sociales, elles demeurent très souvent une dimension intégrée au moment où on identifie les conséquences sociales des choix. Or, de mon point de vue, on ne peut pas avoir une transformation écologique qui soit juste, donc socialement juste, si on n'intègre pas les enjeux d'emploi et de compétences. Mais au-delà, je pense que les emplois et la qualité des emplois sera une condition de réussite de cette transformation. Merci Marie-Lise. Martial, vous aussi, vous avez cette double expérience à la fois de scientifique, de spécialiste de l'innovation et d'accompagnement des entreprises. Ça fait vraiment, ce que vient de dire Marie-Lise, fait vraiment le lien avec votre champ à vous, qui est vraiment l'accompagnement des entreprises, cette contradiction entre simplement une mise en conformité sans mise en mouvement.
En préparant ce panel, vous m'avez dit en plus, il y a sur les critères qui est important, celui notamment des émissions. Par exemple, il n'y a que 11% d'entreprises qui sont vraiment dans une logique voilà. Et on sait que dans l'effort général, je donne juste cet ordre de grandeur, c'est un ordre de grandeur que donne, je crois, l'ADEME et le secrétaire général à la planification écologique. Les entreprises, ça pèse quand même 50% du sujet. C'est-à-dire que si les entreprises se mettent vraiment en mouvement, on a, voilà, et ensuite il y a une part entre l'État, les politiques publiques, et puis nous tous, les citoyens, nos modes de vie. Véronique parlait de récits collectifs, de narratifs collectifs. Nous aussi, on doit changer de lunettes, pour reprendre l'expression aussi de Marie-Lise. Martial, de façon très, très courte, très synthétique, comment vous voyez au plus près de l'entreprise les obstacles? Est-ce que ce que vient de dire Marie-Lise vous parle précisément? Oui, tout à fait. Je pense que globalement, j'entends beaucoup de choses qui résonnent avec tous les intervenants. Si on se prend de la place d'une entreprise, c'est une entreprise qui veut se transformer, et je dirais il y a une volonté de transformation. La plupart n'arrivent pas, comme Vincent vient de le dire, elles sont peu nombreuses à être dans une trajectoire qui soit adaptée. Globalement, pour une entreprise, il y a deux choses qu'elle doit changer. C'est ce qu'elle achète et ce qu'elle vend. Donc, et là, on va se rendre compte que globalement, il y a trois gros obstacles. Donc, pas exactement les mêmes que Véronique a évoqués, mais je pense qu'ils sont assez liés. Un qui est structurel, qui est lié à comment est-ce que nos chaînes de valeur sont construites et ce que dit Marie-Lise sur la coopération dans les chaînes de valeur. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que les chaînes de valeur sont peu transparentes, on ne les connaît pas, il n'y a pas toujours la traçabilité. Et tout de suite, comment est-ce qu'on transforme quelque chose qu'on ne maîtrise pas? Ça devient très, très compliqué. Et on le voit dans les cadres des réglementations qui sont en cours, type la réglementation sur la déforestation en Europe, où les entreprises ont beaucoup de mal même à atteindre le niveau juste qui est demandé, parce qu'elles n'ont pas cette transparence, elles ne connaissent pas ces filières avec le niveau de détail qui serait nécessaire. Et c'est vraiment un problème structurel. Il y aura un problème qui a été évoqué, et on a parlé beaucoup de science, on a beaucoup parlé de comment est-ce qu'on maîtrise ce sujet, qui est lié aussi à la connaissance. En réalité, ce qu'on voit, et c'est montré par la plupart des études, le niveau de connaissance moyen est assez faible quand on parle de sujets environnementaux. Pour le sujet climat, c'est déjà assez faible. Pour le sujet de la nature, dont on a parlé, c'est carrément catastrophique. Donc, encore une fois, comment transformer une filière si on ne sait pas ce qui compte, ce qui ne compte pas? Je pourrais vous raconter des milliers d'anecdotes sur toutes les fausses bonnes idées que je vois passer à longueur de journée. Donc clairement, il y a aussi un effet où si on ne sait pas de quoi on parle, on ne va pas trouver les bonnes solutions. Et le dernier, qui je pense qu'on en a parlé un peu moins à ce stade, mais qui pour moi va avec le point de Véronique sur les récits, c'est qu'une entreprise, imaginons qu'on a réglé les autres problèmes que je viens d'évoquer. Imaginons qu'elle a trouvé les produits qui vont bien pour avoir un impact faible. Si on ne change pas le récit de c'est quoi le succès dans la société, c'est quoi les comportements qu'on considère appréciables et appréciés, ça ne servira à rien. Parce que, et je donne toujours cet exemple, je peux créer le t-shirt le plus durable du monde, fait avec du coton régénératif, qui dure très longtemps. Si j'en achète 20 tous les week-ends, ça ne servira à rien. Donc il y a aussi cet effet des comportements sur lesquels on doit agir. Voilà, et là, ça nous concerne chacun d'entre nous. Alors, on passe maintenant, c'est le jeu à la Cité de la Réussite, on passe la parole aux étudiants. Je cite donc les 4 qui ont pris le temps, merci à eux, de préparer ce panel et que vous allez entendre. Kevin Barge de l'INSA Toulouse et Sciences Po Toulouse, Clarisse Blanco, EPITA, Quentin Leroy de l'INSA Toulouse et Maëva Santos de l'EDEC. Voilà. Alors, je ne sais pas qui commence. Je vais commencer. Alors bonjour à toutes et à tous. Quentin Leroy, donc INSA Toulouse. On a beaucoup parlé du coup des problèmes que vous avez identifiés dans chacun de vos secteurs. Et il y a quelque chose qui est pas mal revenu, c'est le manque de collaboration. Donc on aurait une question qui serait plutôt axée sur cette dimension, qui serait pour toutes et tous, donc vous pourriez répondre les uns après les autres, je pense, qui serait quel rôle votre secteur doit surtout jouer dans la construction d'une stratégie climatique qui se voudrait collective. Et est-ce que vous avez des exemples de collaboration fonctionnelle de ces dernières années? Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des exemples de stratégies de passage, de voies de passage, de choses que vous avez expérimentées? Peut-être commencer par vous, Véronique, avec tous les capteurs que vous avez dans la société civile. Est-ce qu'il y a des choses qui
qui marchent en fait, des coopérations nouvelles, des gens qui ont été dans leur champ, qui ont accepté de sortir de leur silo et de dire on coopère ensemble sur un projet, une solution. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que voilà, après vous rebondissez comme vous voulez sur la question de Quentin. Oui, effectivement, on a des exemples. Le WWF, en fait, on arrive à mettre autour de la table des acteurs qui ont souvent des intérêts qui peuvent être en tension, en fait. Et donc, il s'agit d'arriver à un consensus et pas le minimum dénominateur commun, mais au contraire en rehaussant le niveau d'ambition. Donc ça, on a par exemple, dans l'histoire, il y a plusieurs exemples. Par exemple, je pense au moratoire sur tout ce qui est soja en Amazonie. Mais par exemple, ça a été le cas plus récemment sur certaines commodités, en fait, ou matières premières, voilà, telles que l'huile de palme ou telles que le caoutchouc naturel durable, hein, pour pouvoir voir quelles sont, en fait, les principales problématiques en termes de chaîne d'approvisionnement et en termes de remonter, en fait, toute la chaîne, en fait, de fournisseurs et de fournisseurs des fournisseurs, etc. Avec, du coup, en mettant autour de la table tous les principaux en fait, donneurs d'ordre et tous les principales entreprises qui vont se sourcer dans ces matières premières pour arriver à trouver, en fait, des solutions collectives, hein, alors que bien sûr ils sont en concurrence entre eux, mais des solutions collectives pour faire face, en fait, à tout simplement à une raréfaction de la ressource et aussi bien sûr à des moyens de production qui créent de la conversion d'écosystèmes, de l'accaparement des terres, de la déforestation à échelle, etc. Et donc voilà, ça c'est typiquement des actions qui sont possibles. Mais sinon, je dirais que dans l'ensemble, c'est beaucoup à travers... nous sommes une ONG. Le socle de notre travail, c'est quand même beaucoup de développer, en fait, de l'expertise. Avec, du coup, on a des experts techniques très, très forts chez nous sur différents sujets. Et donc, nous travaillons avec des entreprises pour les aider à transformer leur modèle d'affaires. Pour nous, ça, c'est extrêmement important. Et donc, de choisir, par exemple, sur des questions de sobriété en eau, des questions de réduction de l'empreinte terre, de réduction de la déforestation, voilà, d'avoir des chaînes d'approvisionnement durables, etc. Ça, c'est des sujets, et d'aborder aussi de prendre des outils comme le Science-Based Target Nature ou Science-Based Target Climat, qui sont donc des instruments, des outils avec des métriques et qui les aident, du coup, à avoir des trajectoires qui soient alignées avec la science. Donc ça, c'est des exemples. Ce qui est intéressant, Véronique, peut-être dans la singularité peut-être de l'ONG que vous dirigez, c'est que c'est une ONG qui est aussi, j'allais dire, qui est en dialogue permanent avec les entreprises, qui n'est pas simplement, et je ne jette pas pas de jugement de valeur dans ce que je dis, j'essaye de rester neutre, mais ce n'est pas simplement une ONG qui peut être dans la contestation, dans le conflit, la dénonciation, les lanceurs d'alerte. Il faut aussi des lanceurs d'alerte, hein, par ailleurs, mais c'est une ONG aussi qui a pensé son mode d'action dans l'interaction avec des endroits où on peut passer à l'échelle, avec des gens qui posent... L'entreprise, bien évidemment, ça pose des problèmes, mais ça peut aussi fabriquer des solutions. On travaille avec les champions qui peuvent montrer que c'est possible et qui donc vont démontrer que dans leur secteur précis, c'est possible de transformer. Et en parallèle, on agit aussi sur la réglementation, parce que c'est très important d'avoir un changement systémique. Et ça, on y arrive par la réglementation. En déforestation, les initiatives volontaires des dernières décennies ont lamentablement échoué. Donc, on a travaillé pendant plus de 3 ans sur une campagne avec beaucoup d'autres ONG, là encore, de la collaboration, une campagne qui s'appelle Together for Forest, Ensemble pour la forêt au niveau européen, qui a réussi à, donc, ça c'était un grand victoire, d'avoir du coup la réglementation déforestation au niveau européen pour interdire la mise sur le marché européen de produits avec une empreinte déforestation qui aujourd'hui est du coup remise en tension et potentiellement reportée. Merci. Voilà, on voit qu'il faut agir vraiment tous azimuts, le plus micro possible, et aussi à l'échelle macro-réglementation. Est-ce que Chris ou Marie-Lise, vous voulez, ou Martial, vous voulez réagir à la première question? Est-ce qu'il y en a un de vous trois qui veut y aller? Moi, je veux bien, oui. Nous, en tant qu'organisation syndicale, on a l'avantage d'être présent dans beaucoup de lieux différents et à des niveaux d'intervention très variables aussi. Donc on est présent à l'échelle nationale interprofessionnelle. Donc quand
On a quand la première ministre de l'époque a évoqué la question de la planification écologique, on s'est empressé d'aller regarder d'abord des tableaux Excel dans lesquels on s'est dit il y a peut-être des personnes derrière ces chiffres, donc comment on parle un peu plus de choses concrètes. On est aussi présent dans des secteurs professionnels et je prends un exemple, ce qu'on appelle les branches qui négocient les conventions collectives. Et là, on avait négocié un accord avec les organisations patronales qui s'appelle Transition écologique et dialogue social. Et on a décliné dans la branche du médicament, par exemple, un accord collectif qui permet aux entreprises de ce secteur d'avoir un certain nombre de nouvelles obligations. Alors, elles permettent surtout aux élus du personnel d'avoir de nouveaux moyens d'action, une obligation de mettre en place une commission environnement dans toutes les entreprises de plus de 300, ça n'existe pas. Dans ces entreprises les entreprises de ce secteur, une obligation d'avoir des bilans carbone. Donc en fait, on peut, grâce à la branche, permettre à des acteurs d'entreprise d'avoir des leviers supplémentaires. Un autre exemple, dans les entreprises, on a une équipe qui est extrêmement impliquée sur ces questions, un peu par obligation aussi. C'est dans une entreprise qui s'appelle ERAM, je pense que vous connaissez, qui travaille donc sur du travail du cuir, la fabrication de chaussures, qui est dans un atelier où, quand il y a canicule, il fait 50 degrés. Ben là, vous avez obligation aussi d'adapter les conditions de travail. Donc, par un accord collectif, ils ont négocié un accord canicule. Si je vous en parle, c'est de l'adaptation, certes, mais le message que nous, on fait passer aux entreprises, c'est que cette adaptation, elle va devoir être durable. Et c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises considèrent que c'est une gestion de crise. Donc, nous, on dit ça va être plus fréquent, plus intense. Donc, comment on adapte ces conditions de travail et puis comment l'entreprise peut aussi se positionner dans une diminution de son empreinte carbone. Et là, l'équipe syndicale, elle a aussi demandé à négocier un accord de plan de déplacement d'entreprise, favoriser les mobilités collectives, moins individuelles, etc. Donc, c'est des petits exemples à l'échelle, à petite échelle, mais je pense que c'est important. Et puis, on a par exemple aussi des équipes à l'échelle des régions. On a des représentants régionaux et les collègues de la région Nouvelle-Aquitaine ont beaucoup travaillé avec la région pour introduire dans l'octroi d'aides publiques de la région des critères écologiques et environnementaux. C'est-à-dire qu'on peut lier, en étant à l'échelle régionale, une action dans les entreprises. Donc on est à la fois dedans et dehors. Et je pense que la question aussi du fléchage d'aides et de la vérification dans l'entreprise à la bonne utilité de ces aides, c'est un contrôle utile et qu'on essaye de développer. L'échelle du territoire est certainement un terrain d'action et de solutions en fait très effectives. Effectives et c'est du sur-mesure dont on a besoin pour beaucoup de cas. Et puis ça mobilise beaucoup de gens et des parties prenantes qui sont parfois opposées, donc c'est intéressant parce qu'on fabrique aussi avec des intérêts contradictoires des voies de passage. Je ne sais pas si Chris ou Martial, tu veux dire un mot ? Oui, je voulais compléter un peu ce qui vient d'être évoqué. Parce que globalement, disons, la question c'est sur le rôle notamment des entreprises. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le rôle des entreprises est assez central dans cette transition. Donc sur ça, il n'y a pas de doute. Je pense que leur rôle par rapport aux autres acteurs qu'on a évoqués, donc notamment les syndicats ou les ONG, c'est surtout d'être à l'écoute. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui s'améliore, mais qui n'est pas toujours évident. Ce qu'on voit, et par rapport aux exemples qui viennent d'être donnés, ce que Vincent dit sur le territoire, c'est que ça marche plutôt bien quand on est sur des actions très concrètes sur le terrain, quand on doit agir sur un projet spécifique. Parfois, à l'échelle macro, ça peut être un peu plus délicat. Par ailleurs, et c'est là aussi, les entreprises ont aussi un rôle à jouer, que ce soit sur l'aspect réglementaire ou sur l'aspect de la consommation et du grand public, parce que souvent on parle de l'aspect très négatif du lobby, qui peut être problématique parce qu'ils ont tendance à vouloir ralentir des choses, mais on voit aussi des acteurs industriels pousser dans la bonne direction pour la réglementation. Et donc, je peux vous donner des exemples concrets. Par exemple, aujourd'hui, on voit des acteurs, notamment dans les filières cacao, qui poussent pour dire à l'Europe, non, nous, on ne veut pas que les réglementations sur la déforestation soient retardées. Nous, on veut qu'elles soient accélérées parce que, justement, elles avaient été contraintes, maintenant, elles ont déjà mis en place, elles se rendent compte qu'elles peuvent agir et qu'elles veulent continuer dans ce sens. Donc, il y a aussi cet aspect à prendre en compte. Très bien. Est-ce qu'on prend, Chris, ou est-ce qu'on prend une autre question ?
Oui, je peux parler de 2 exemples concrets. Très bien, super, allez-y alors. Voilà, brièvement. Pour ce qui concerne la diffusion de la connaissance scientifique, un exemple, c'était la création du GIEC et de l'IPBES, qui sont des organisations sûrement très étranges pour une scientifique comme Darwin, comme Lamarck, Cuvier à l'époque. Pourquoi on a besoin de ce genre de choses, mais ils sont extrêmement importants pour canaliser les messages, l'information scientifique vers le monde du plaidoyer de la société civile. Donc les panels GIEC, IPBES, ils traitent des dizaines, des milliers d'articles scientifiques et ils essaient de condenser l'information pour passer les messages les plus urgents, les plus importants vers le monde civil et la politique. Et ça fonctionne pas mal, je peux dire. Voilà, le GIEC, c'est le climat, l'IPBES, c'est la biodiversité. Exactement, oui, j'ai oublié de le dire. Le deuxième exemple, c'est plus près de nous, concerne la COP21 à Paris en 2015. Différentes organisations, ONG, organismes scientifiques, les CNRS, l'IFREMER, etc. La Fondation Tara Océan était vraiment un moteur de tout ça. On s'est mis ensemble pour donner une voix à l'océan, pour parler de l'océan au GIEC, à la COP21, organisée par le GIEC en 2015. Donc tout le monde s'est réuni, WWF était avec nous, et tout le monde a parlé dans une seule voix de l'océan, l'importance de l'océan. Et ensemble, on a réussi à passer le message, et dans le traité de Paris qui est sorti après, le mot océan est mentionné pour la première fois dans les traités qui sortent des COP. Donc COP 21, c'est 21 ans qu'on a mis pour apprécier l'importance de l'océan dans le système climat de notre planète, au niveau politique, etc. Mais on a réussi, c'est un très bon succès. Et voilà, ça c'est à travers la plateforme Océan Climat, qui est basée à Paris, qui existe, qui fonctionne encore très bien. Certes, dans l'ensemble, en tant que scientifique, on est peu efficace, on est mal organisé ensemble. Dans l'ensemble, on est peu puissant, mais il y a des choses qu'il faut améliorer, qu'il faut avancer dans ce sens-là. Très intéressant, et on voit effectivement la capacité aussi des disciplines à travailler ensemble. Et Chris, vous parliez de la mer et de l'océan. On peut souligner que l'année prochaine, c'est l'année de la mer et de l'océan, qui aura un très grand sommet à Nice avec voilà, sans doute une centaine de chefs d'État, beaucoup d'ONG, la société civile. Donc la question de l'océan est absolument centrale, parce que vous le savez certainement tous, voilà, ça joue un rôle aussi dans la régulation du climat et du CO2. On va prendre une seconde question. C'est à vous. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Kevin Barge et je suis en double diplôme entre l'INSA Toulouse et Sciences Po Toulouse. Et moi je voulais vous adresser une question transversale sur le thème fil rouge de la Cité de la Réussite, la confiance. Donc dans un contexte où la confiance entre citoyens, gouvernements, décideurs et entreprises est fragile, où les tensions sont, comme on peut le voir, palpables, comment suggérez-vous la reconstruction d'une confiance pour que celle-ci devienne un moteur de la transition écologique? Et je pense que vous avez chacune des contributions très différentes à nous proposer. Je vous remercie. Merci, c'est une super question. On est vraiment, on se le disait juste en prenant un petit café, en disant on vit quand même une période de très grande tension générale, tension internationale sur tous les fronts, durcissement de la conjoncture économique, un nouveau président américain qui fout la trouille, pardon de l'expression un peu triviale, mais je crois qu'elle est assez largement partagée. Et des risques de guerre aussi aux portes de l'Europe. Ouais, on est dans un contexte où la question de la confiance, la question du dialogue, voilà, c'est sans doute une question décisive. Je ne sais pas qui veut se lancer parmi nos panélistes sur la question de la confiance. Comment on fabrique de la confiance? Marie-Lise, c'est pour vous. Mes camarades ne sont pas très solidaires. Je plaisante. Je plaisante. Non, c'est vrai que c'est effectivement très conjoncturellement une question. Vous avez été très inspiré de ce thème
au moment de la préparation de ces 2 jours. Moi, j'ai coutume de dire que on a évoqué la question de l'écoute. Bon, la confiance, elle ne se décrète pas, donc ça se construit. Et je pense que la considération précède la confiance. C'est-à-dire que il suffit pas d'écouter, c'est la qualité de l'écoute et la clarté et surtout la clarté du contrat à un moment où on interroge l'autre, elle est fondamentale. Et je prends l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat qui a été mise en place. C'est-à-dire qu'on est ce processus de confiance, il se construit par le dialogue et par le fait que chacune des parties respecte les règles du jeu, à condition qu'elles soient claires dès le début et qu'il n'y ait pas de changement en cours de route. Ça, je pense que c'est... Et donc, on a eu depuis quelques années des tentations ou des tentatives, une tentation et des tentatives de changer de méthode. Et en fait, je pense que ce qui n'a pas été au rendez-vous, c'est le respect des règles qui avaient été posées. Et je pense notamment au grand débat national après l'épisode des Gilets jaunes, par exemple, puisque il y a eu un certain nombre de rencontres, de débats organisés qui ont produit un certain nombre de décisions, mais qui n'ont pas été au-delà. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que de demander à quelqu'un ce qu'il pense sans ne rien en faire. Je pense, et c'est ça la considération de mon point de vue. Donc, je pense que c'est un point essentiel de construction de cette confiance. Et cette considération, c'est reconnaître l'autre comme étant légitime à s'exprimer et à apporter une partie de la solution. Voilà, de façon simple. Si je peux rebondir sur ce que dit Vincent, Marie-Lise, parce que ça m'inspire beaucoup de choses et je suis entièrement d'accord. Je veux dire, le dialogue n'est pas évident. Et une fois qu'on a perdu la confiance, c'est très compliqué de la reconstruire. Et une autre erreur que je vois, en plus de la non-considération, et qui est... ça commence à changer, mais pas assez vite à mon avis, c'est la question de la transparence et d'accepter les imperfections aussi. Et je veux dire que ça, c'est quelque chose que je vois tous les jours, notamment chez les industriels. Ils vont toujours avoir tendance à présenter le plus beau rapport possible, avec montrant comment ils sont géniaux, comment tout est parfait. C'est pas le cas. Bien sûr qu'il y a des failles, et on le voit tous. Et donc, je pense que la considération passe aussi par le fait de comprendre que l'autre est intelligent, que l'autre comprend, que l'autre peut lire entre les lignes. Et il ne faut pas qu'on le prenne pour un con, quelque part, entre guillemets. Et quand on essaye de maquiller la réalité, c'est l'impression que ça va donner. Et forcément, on va perdre la confiance. Véronique ? Je souscris à tout ce qui a été dit, donc peut-être pour ne pas répéter, je pense que la question autour du dialogue, de la confiance, de la transparence et de la redevabilité sont clés. Et la redevabilité, ça veut dire que tu vas faire ce que tu as dit que tu allais faire. Et on s'était mis d'accord, ce que Marie-Lise appelle contrat. Et quand voilà, effectivement, la Convention citoyenne est un excellent exemple. À des niveaux peut-être autres, je dirais, il y a cette question de responsabilité de protéger. Moi, je le dis souvent, la biodiversité, la nature, nous protège. C'est le socle de notre santé. Quand on pense qu'il y a des captages d'eau qui aujourd'hui sont pollués, que l'eau des robinets, un tiers, contient des polluants, c'est juste pas normal en termes de protection. C'est en termes d'investissement justement pour la prévention de catastrophes. Ça, c'est quand même... C'est peut-être pour demain, mais cette responsabilité à protéger le citoyen me semble aussi fondamentale. Au niveau des entreprises, quand les entreprises prennent des engagements et qu'en fait les changements se font de manière à la marge ou périphérique ou sur des produits ou des filières qui constituent un pourcentage du chiffre d'affaires tout à fait anecdotique, on ne peut pas parler de véritable changement. Donc c'est là où voilà, les questions de redevabilité me semblent cruciales de les mettre au cœur. Et là-dessus, peut-être le dernier brick aussi, c'est qu'au final, quand cette redevabilité ou cette confiance est cassée, eh bien la judiciarisation, le levier juridique et contentieux devient du coup beaucoup plus utilisé que si la confiance est là, et le dialogue et la redevabilité.
Chris, c'est une question aussi qui vaut pour le scientifique que vous êtes, parce qu'on est quand même dans un... On n'en a pas parlé du tout, mais on est quand même dans un moment où la désinformation est un sujet majeur, un sujet démocratique, d'affaiblissement des démocraties face à la désinformation, à la puissance de la désinformation, et qui ruine en fait les digues de confiance dans la société. Et notamment, on voit, ça paraît fou, on sait tout sur le climat depuis 30 ans, ou 40 ans quasiment, et on a toujours une puissance de feu, j'allais dire, du climato-scepticisme sous différents registres. Hein. Mais voilà, la question de la confiance en la science est quand même un truc qui tenaille nos sociétés. Absolument, absolument. Et c'est jamais... la confiance dans les scientifiques a chuté encore plus ces dernières années, notamment après le Covid. C'est très étrange car en fait c'est la science qui a sauvé notre société face au Covid. C'est la science qui a fourni les tests PCR, c'est la science qui a trouvé où ils ont sorti les nouveaux variants, quand il faut être vigilant, etc. Et c'est la science qui a trouvé un vaccin dans si peu de temps. Mais pourtant est-ce que la science, est-ce que les scientifiques, ils ont été remerciés pour tout ça? Pas du tout. La confiance a chuté. Pourquoi? C'est étrange, la société, le monde, c'est comme ça, mais il faut accepter et il faut réfléchir sur comment rétablir la confiance, etc. Je vois trois mécanismes valables à considérer. Un, c'est la formation des scientifiques dans la communication. On n'est pas bon à communiquer. Donc, il faut un vrai volet communication, comment communiquer dans les cursus scientifiques près des universités, par exemple, pour les jeunes. Ça, c'est quelque chose qu'on peut améliorer. Comme ça, on peut expliquer la différence entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, qui sont vraiment deux mondes parallèles, avec peu de dialogue entre eux. On peut améliorer les interactions avec les artistes, les musiciens, les écrivains, les blogueurs, qu'eux, ils savent comment traduire la complexité de la science dans des mots que les gens peuvent comprendre. Ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi encourager. Troisième point, c'est d'encourager les jeunes scientifiques d'aller dans le monde politique. Souvent, si les jeunes scientifiques décident de ne plus suivre une carrière en sciences, ils passent vers l'éducation, vers le monde d'enseignement, etc. Ça, c'est très bien. Mais passer vers le monde politique, gouvernance, c'est généralement, c'est pas quelque chose qui est considéré intéressant par les jeunes scientifiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi améliorer pour diffuser les scientifiques dans le monde autour de nous. Voilà. Et dans les leviers d'action et de pouvoir et de responsabilité. On prend une nouvelle question qui s'y colle. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous, je suis Clarisse Blanco, donc étudiante à EPITA. Et ma question est en lien avec les entreprises et le greenwashing pour être dans la continuité de ce qui a été dit précédemment. Donc les entreprises, notamment dans le secteur de l'énergie, investissent massivement dans le greenwashing, adoptant des discours verts, tout en continuant des activités néfastes pour l'environnement. Comment pouvons-nous combattre efficacement cette pratique et assurer, si possible, une transparence dans les engagements écologiques de ces entreprises ? Alors la question du greenwashing, elle arrive inévitablement, bien évidemment, entre la transparence que vous appeliez tous de vos voeux et puis la fausse communication et le greenwashing. Je vois, Véronique, que voilà, vous connaissez ça aussi, vous savez, vous l'avez rencontré, le greenwashing, si j'ose dire. D'abord, est-ce que c'est aussi fort qu'avant ? Est-ce que la société civile n'est pas mieux équipée ? Les ONG, il y a un énorme travail et professionnalisation, les ONG, qui démasquent aussi les stratégies de greenwashing. Ou est-ce que vous pensez que c'est encore plus fort parce que les intérêts, on rentre dans le dur d'une certaine manière, des intérêts, et que du coup les entreprises se protègent en inventant des parades ?
Alors, il y a pas mal de niveaux de réponse. Je dirais un peu comme Martial disait tout à l'heure, c'est pas tout le monde. Hein. Enfin, je voudrais quand même faire la part. Il y a quand même des acteurs du monde économique qui, voilà, qui sont genuinement dans cette démarche de transformation. Mais néanmoins, c'est un fait. Le greenwashing est absolument un mal qui mine la confiance, là pour le coup, avec la citoyenneté, les consommateurs, etc. Donc, déjà au niveau européen, il y a la directive Green Claims Directive qui a été qui est passée et qui est quand même assez importante parce que ça veut dire que vous pourrez plus en tant qu'entreprise raconter n'importe quoi. Ça va être vérifié par des tierces parties indépendantes, externes et expertes. Et du coup, c'est quand même un niveau de checks and balances qu'on n'avait pas jusqu'ici. Donc ça, c'est déjà un premier niveau. Un autre niveau, c'est que, par exemple, en matière de biodiversité, parce que sur le climat, je suis désolée, le métrique, il est assez limpide, il est facile. Voilà. Donc, l'équivalent de tonne CO2, ça se mesure et c'est pas très... Voilà. Sur la biodiversité, c'est quand même assez différent. Et donc, alors là, pour le coup, on peut raconter absolument n'importe quoi. Donc c'est là où je disais tout à l'heure, c'est très important d'avoir des instruments, des outils avec des métriques claires en matière, par exemple, d'eau douce, de terre, en matière aussi d'océan, justement. Et ça existe déjà. C'est un instrument qui s'appelle Science Based Target Nature, qui a donc des méthodologies pour définir des trajectoires pour rentrer dans les limites planétaires en termes d'eau, de terre et d'océan. La méthodologie océan sera prête l'année prochaine. Donc là, les entreprises, elles ne peuvent pas dire je ne sais pas comment faire, je fais un petit truc à la marge et puis j'en parle beaucoup pour le coup. Non, là, il y a une vraie méthodologie et donc certaines entreprises ont été en avance de phase et se sont donc collées à cet exercice. Donc ça, c'est important. Donc il y a des manières, on ne peut plus dire on ne sait pas faire. Côté climat, l'outil, il est encore plus clair. C'est le Science Based Target Initiative climat, où là, il y a une méthodologie 1.5 net zéro qui est quand même assez claire sur la trajectoire de réduction, et c'est uniquement sur les émissions incompressibles qu'il pourra y avoir de la compensation. Donc ça, c'est vraiment quand même, c'est établi, c'est clair. On a aussi, enfin, au niveau réglementaire encore, la CSRD. Bon, désolé, il y a énormément d'acronymes, mais ce sont des directives extrêmement importantes pour lesquelles nous nous sommes battus pendant des années, qui sont structurantes. Quand je parlais de transformation systémique, c'est ça. C'est-à-dire que les entreprises, elles devront plus, c'est plus que vous pouvez un peu parler et dire des choses. Non, là, l'idée, c'est que, par exemple, pour qu'un investisseur puisse avoir une information sur une entreprise donnée, elle va aller regarder un plan de transition climat, qui est obligatoire. Pour la nature, c'est encore optionnel, volontaire. Voilà, on voit encore la différence de traitement. Mais en tout cas, c'est déjà un mieux. Avant, le reporting extra-financier, il n'y avait rien sur la biodiversité. Là, aujourd'hui, au moins, c'est prévu. Vous pouvez ne pas le faire, mais en tout cas, c'est prévu. Donc, en termes de gestion des risques disons de lunettes, il y a quand même des briques qui sont là désormais, qui n'étaient pas là, qui bien sûr sont menacées parce que la vague de recul dont on parlait tout au début, elle est vraiment à l'œuvre. Et donc, c'est là où nous, on va chercher des entreprises pour leur dire positionnez-vous, c'est vous qui devez être en plaidoyer, qui devez être en demande de dire non, ne voulons pas ces reculs-là, parce que justement, on s'est préparé, on est prêt, et ça représente une valeur compétitive, un avantage comparatif vis-à-vis d'autres régions ou d'autres du monde. Voilà, donc en termes de greenwashing, oui, c'est un fait, et nous, en tout cas, évidemment, jamais, pour nous, c'est vraiment quelque chose à combattre parce que du coup, ça déteint sur l'ensemble des démarches dont certaines peuvent être positives. Merci, c'est très intéressant de savoir. On va repartir quand même avec quelques idées positives aussi de ce panel. Il y a des outils aujourd'hui qui existent et qui combattent le greenwashing. Ça, c'est très important. Il faut qu'on les connaisse les uns et les autres. Je pense que c'est intéressant et ça permet de challenger aussi bien d'ailleurs les acteurs privés que les acteurs publics. Donc ça s'est professionnalisé. Maintenant, les choses existent grâce au travail des scientifiques. Martial, tu veux ajouter quelque chose là-dessus ? Oui, je voulais évoquer quelques points en plus parce que la réponse de Véronique, qui est très bien, elle a surtout parlé
des outils pour les investisseurs ou pour des acteurs qui vont analyser toutes les activités d'une entreprise. Effectivement, pour la partie communication aux consommateurs, il y a la Green Claims qui apporte des éléments. Ça reste sûrement un peu insuffisant, même si ça va dans la bonne direction. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une étude que je lisais il n'y a pas longtemps qui a analysé tous les messages utilisés par les entreprises sur les produits pour parler de développement durable. 42 étaient considérés comme étant soit faux, soit trop vagues, soit surdimensionnés par rapport à la réalité des avancées. Donc on voit qu'il y a du progrès, sachez-le, effectivement il y a des améliorations, des termes, et si vous le voyez, c'est des choses aussi à savoir, ils sont aujourd'hui interdits en théorie dans la communication. Vous ne pouvez pas dire un produit éco-responsable, parce que ça ne veut rien dire. Donc ça, c'est déjà des améliorations. Ce qu'on voit, et on a parlé de collaboration aussi, c'est qu'il y a une volonté des entreprises de standardiser ce qui peut se standardiser en termes de communication. Parce que, pareil, une autre étude, je crois que c'était, je ne me souviens pas exactement du chiffre, mais je crois que c'était 90% des consommateurs qui sont perdus avec tous les labels, tous les logos, tous les icônes, on ne sait plus qu'est-ce que ça veut dire. Et un exemple concret dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est une initiative qui est menée dans l'industrie cosmétique avec laquelle on collabore beaucoup, qui s'appelle l'Eco Beauty Score, où justement les industriels de la cosmétique se mettent autour de la table avec des experts scientifiques pour dire quelle méthode on applique pour communiquer, pour avoir un score qui soit partagé par tous les industriels. Super, voilà aussi un bon exemple. Le temps file trop vite. On prend une autre question. Ça sera la dernière. Bonjour, donc moi je suis Maëva Santos, je suis étudiante à l'EDEC Business School. Et donc je voulais continuer sur cette optique de greenwashing et la corréler avec le thème de la Cité de la réussite cette année qui est la confiance. Et je voulais m'adresser à vous, Madame Véronique Andrieux. Donc de plus en plus d'entreprises font des promesses ambitieuses concernant l'écologie. Et donc nous voulions savoir, dans le cadre de vos collaborations avec les entreprises, comment est-ce que vous faites la différence entre des engagements sincères et du greenwashing ? Et si vous vous rendez compte que c'est du greenwashing, comment vous réagissez ? Est-ce que vous mettez fin à cette collaboration ou pas ? Merci beaucoup. C'était trop vite, pardon, excusez-moi Véronique. On a encore une demi-heure après, donc on a encore tout à fait le temps de prendre votre question. Non, c'est moi qui stresse tout le monde là. Donc, pardon. On a tout à fait le temps. Donc, Véronique, feel free, vous avez le temps de répondre et on prendra d'autres questions. C'est moi qui avais l'angoisse de la pendule tout d'un coup. Du coup, pour répondre... Pour nous, en fait, ce qui est clé, c'est déjà d'avoir un dialogue avec le niveau PDG COMEX, CODIR. S'il n'y a pas un engagement, mais clair, avec du coup le leadership qui va avec, pour s'assurer que ça va vraiment imprégner l'ensemble des décisions. Pour nous, ce n'est pas du tout une question RSE. C'est une question... DAF, direction administrative et financière, c'est une question de direction des achats, c'est une question de direction logistique, etc. D'accord ? R&D, développement de produits, etc. Donc c'est vraiment dans l'opérationnel, dans le modèle d'affaires en tant que tel que ça doit s'inscrire. Donc c'est un élément parmi d'autres. Et après, on définit effectivement des livrables et des éléments de transformation. Nous, on ne peut pas tout changer. On n'a pas des expertises dans tous les points de matérialité de l'entreprise. Souvent, on réfère à d'autres organisations qui sont bien plus calées que nous sur certains sujets. Je pense par exemple aux questions de circularité, économie circulaire, sur les questions plastiques, etc., réduction de trajectoire plastique. C'est des exemples. Nous, on est beaucoup sur des questions, par exemple, de sourcing, sur l'approvisionnement, par exemple, pêche durable, sur les questions de déforestation, les questions de sobriété en eau, de dépollution, etc. Et sur les instruments dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Mais par exemple, il arrive, en effet, que, au final, on voit que les engagements qu'avait pris l'entreprise ne sont pas tenus. C'est arrivé. Quand ça arrive, nous, on est tout à fait dans une logique qu'on appelle un peu de ami critique, je ne sais pas comment dire, de critical friend. Donc, on est vraiment, on tire de l'intérieur, on tire le niveau d'ambition vers le haut. Mais parfois, on se rend compte que, les conditions ne sont pas réunies et que, en fait, il n'y a pas la volonté institutionnelle, politique, réelle, qu'on avait escomptée.
Je peux vous donner un exemple. Là, récemment, eh bien, on a essayé de travailler sur SBTI, la méthodologie donc climat, Science Based Target Initiative climat, pour le secteur du fret maritime. Voilà. Bon, eh bien, il y a une très grande entreprise française, voilà, avec laquelle on a travaillé, et du coup, pour co-développer avec d'autres, hein, parce que SBTI c'est mondial, donc aussi avec ses concurrents, pour avoir une méthodologie, c'est des méthodologies sectorielles, donc pour le fret maritime, pour décarboner le shipping, enfin le fret. Eh bien, là, quand la méthodologie était disponible, du coup, on a demandé à ce que ces grandes entreprises qui dégagent des forts bénéfices puissent s'inscrire dans la démarche et donc avoir des cibles validées SBTI. Quand l'entreprise nous dit en fait non, eh bien pour nous, ça ne va pas. Désolé. Quand il n'y avait pas la méthodo, à la limite, on peut attendre que la méthodo, bien sûr, on comprend, on co-construit, etc., avec toutes les parties prenantes. C'est pas juste deux ONG qui s'enferment et qui définissent. Non, non. Il y a l'intégrité environnementale qui est là, la robustesse méthodologique et scientifique qui est là. Là, la méthodo, elle est là, elle a été co-construite. Si vous dites que vous n'êtes pas prêt, que vous ne voulez pas, même certains concurrents en sont. Donc, voilà, vous voyez. Donc là, du coup, on met fin au partenariat. Puisqu'on a le temps, Maryse Léon, cette question voilà, des parties prenantes et de la façon dont une question précédente évoquait aussi la question du secteur de l'énergie. Vous avez été en charge aussi dans ce secteur au niveau de la CFDT. La chimie, l'énergie, bon voilà, c'est des secteurs aussi où il y a beaucoup d'emplois et où la question des engagements des entreprises à sortir du fossile et à se décarboner. Est-ce que les syndicats, à un moment donné, est-ce que le vôtre, en tout cas, peut être aussi une force de co-construction de la démarche de l'entreprise pour se décarboner? Absolument. Et là, pour le coup, on a plusieurs... Et je voulais juste apporter une précision la particularité d'être une organisation syndicale, c'est qu'on est dans l'entreprise. Et que quand on parle de greenwashing, on parle du risque image. Et que quand on est salarié de sa boîte et qu'on y est bien, ou en tout cas qu'on y est attaché, c'est toujours très compliqué d'encourager des démarches où, de l'extérieur, l'entreprise va être, véhiculer une mauvaise image. Donc c'est une complexité qu'on essaye, nous, de travailler, parce que pour le coup... il y a des situations dans lesquelles les salariés, en tout cas les représentants du personnel, sont tout à fait à l'aise et partie prenante, mais ça veut dire que au fait qu'il y ait des alertes de l'extérieur et que l'entreprise puisse être remise en question et un peu, voilà, je dirais pas clouée au pilori, mais presque. Mais c'est toujours une tension avec laquelle nous, on doit travailler, parce que ce sujet des acteurs que nous sommes dans l'entreprise, c'est aussi de se dire si les difficultés, ou en tout cas la crise dépasse l'entreprise, c'est qu'on n'a pas réussi à la traiter non plus, nous, de l'intérieur. Donc, on a d'ailleurs des militants assez imaginatifs. Pour certains, j'ai souvenir, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'il y a quand même des rapports développement durable totalement lunaires, non pas faits par souvent les directions ad hoc, c'est les directions de com qui font ces documents. Et nous, on a des militants qui adorent aller prendre des phrases dans les rapports et puis faire des déclarations en instance. Et il y a beaucoup de DRH et de présidents qui disent « mais d'où vous sortez ça? C'est totalement utopique, ça n'est pas une réalité dans notre entreprise ». Et puis donc, ils dévoilent leurs sources. Mais c'est vous qui Page 14 du dernier rapport. Page 14 du dernier rapport. Donc, et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de questionner les stratégies de l'intérieur, challenger. Et donc là, on a des leviers à la fois quand on est dans les instances du personnel, quand on est présent, bien entendu. On a un dialogue aussi utile quand on est présent dans les conseils d'administration, et c'est le cas des grandes entreprises, de grands groupes pétroliers qui se tournent vers d'autres types d'énergie, si vous voyez de qui je veux parler. C'est bien, oui. Voilà. Et nous, l'idée, c'est de toujours rappeler le réel, en fait. Quelle est la réalité de l'activité, des émissions, de la façon dont voilà, les questions climatiques sont traitées de façon très opérationnelle, et puis de remettre un peu plus
de réalité. Donc ça, on a aussi deux autres leviers d'action contre le greenwashing. On travaille aussi beaucoup avec les gestionnaires de portefeuille des fonds d'investissement qui viennent nous voir en disant bon, alors il y a telle et telle déclaration pour telle entreprise. On est présent dans le forum des investisseurs responsables. Et ça, les entreprises, quand elles savent que ils sont assez assez sensibles au fait que ce qui peut être dans l'entreprise peut peser et je dis pas dévoiler parce que je pense que ça fait partie des éléments de transparence. Et puis on travaille avec les ONG aussi environnementales, c'est-à-dire que on a des équipes qui se disent à un moment articuler ce qui se passe dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise, ça passe aussi par ces coopérations et le fait qu'on soit complémentaires. En vous écoutant, Marie-Lise, je me dis aussi qu'il y a un défi collectif qui nous concerne tous, c'est quand même de formation sur ces sujets-là, c'est-à-dire d'expertise. C'est quand même des sujets complexes, il faut rentrer dedans. Vous parliez des normes, Véronique, voilà, la CSRD, c'est important qu'on mette son nez dedans, qu'on regarde comment ça marche. On n'est pas obligé de tout comprendre dans le détail, mais au moins de comprendre les métriques dont vous parliez, qui sont en jeu, et de se mettre aussi dans la tête ces outils, parce que c'est des outils qui poussent à l'action, en fait. Et Chris, je voudrais prolonger la question de Maëva dans votre champ, qui me semble aussi intéressante. Bien évidemment, on pourrait dire qu'il n'y a pas de greenwashing chez les scientifiques, mais il y a quand même aussi, au sein des scientifiques, un certain nombre de problématiques. On l'a vu très bien dans le Covid, où des personnalités s'érigeant, en tout cas du label de la science, parfois avec des parcours professionnels prestigieux, etc., vont diffuser de la fausse information. Et ça, il y a un sujet de régulation par les pairs, j'allais dire, du débat scientifique. On le voit beaucoup aux États-Unis aussi. Il y a des gens qui ont eu des très grandes carrières scientifiques qui racontent à peu près n'importe quoi aujourd'hui sur des questions, parce que ce n'est pas leur champ initial, en fait, mais qui sont pris dans des logiques politiques et parfois populistes. Et donc, il y a aussi une question qui est adressée au monde scientifique sur la véracité, la qualité de l'information, la certification par les pairs. Dieu sait s'il y a des méthodologies, vous les avez pensées, déployées, mais il y a des failles aussi dans le dispositif. Non, tout à fait. Tout ça, c'est lié à la diffusion de la connaissance et la difficulté d'expliquer les aspects scientifiques vers un public qui n'a pas forcément trop de temps écouter, entrer dans les détails, comprendre comment ça fonctionne quelque chose. Donc c'est toujours lié à la formation des scientifiques dans la communication, qui pour moi est très important. La science, la méthode scientifique, c'est vraiment, en tout cas, particulier, car la science n'avance pas avec la vérité. Quelque chose c'est vrai, c'est faux, c'est noir, c'est blanc. La science n'avance pas comme ça. La science avance avec les hypothèses. On teste les hypothèses, on ajuste comment on pense sur les choses. La science avance comme ça avec beaucoup de prudence. Et ce n'est pas du tout adapté à un monde qui a besoin de l'information tout de suite, dans 5 secondes. En 10 mots, comment expliquer comment la science avance Pour avoir dirigé un média d'information en continu, je vois ce que vous voulez dire. Oui. C'est vraiment un problème. Et je pense, encore une fois, améliorer comment les scientifiques diffusent l'information vers le public, vers la société, c'est primordial. Je crois qu'il y a Edgar Morin qui a eu cette phrase qui dit la vérité de la science, elle est valable, elle est biodégradable, jusqu'à ce que la recherche construise une autre vérité, bien évidemment, parce que la science progresse et qu'on construit un corpus de connaissances, un acquis de connaissances qui est mouvant, qui n'est pas figé en fait. Hein. Oui, c'est une des difficultés. Oui. Souvent, un scientifique est considéré comme un grand sage qui connaît tout. Souvent, un scientifique expert en Covid
est demandé de se prononcer sur la crise climatique, ou le contraire. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est pour un les point très scientifiques. important, Chris. Je me permets juste d'appuyer en tant que professionnel de l'information sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qu'on a eu à régler. Il m'est arrivé de m'occuper de grandes rédactions sur la façon dont on questionne en fait les scientifiques. Et donc d'accepter de dire, évidemment, parce que c'est de l'information en continu par voie. Vous avez invité parfois une personne, effectivement, qui fait de la recherche fondamentale sur les questions de santé, et puis tout d'un coup, il y a une autre actu qui est tombée entre-temps, entre le moment où vous l'avez invité et le moment où il arrive, et vous allez l'interroger sur un truc, et il faudrait qu'il puisse avoir le réflexe de dire « ça n'est pas mon champ, ça n'est pas mon champ de compétences et je ne vais pas répondre ». Et il faut que les médias l'acceptent. Et du côté des médias et des journalistes, on doit faire en sorte de se discipliner de façon à, si on invite quelqu'un qui est spécialiste de ce sujet-là, on l'interroge sur ce sujet-là et sur rien d'autre. Et ça, on n'y est pas encore. On va prendre une prochaine question. Oui. Alors moi, je vais continuer avec une question pour Monsieur Vargas González. Donc, avec l'accélération dont on a parlé un petit peu avant du Green Deal de l'Union européenne et la réaffirmation de l'objectif stratégique Une Europe plus verte par la Commission von der Leyen II, comment le BCG et Cantis accompagnent-ils leurs clients face à cette pression sans tomber dans le greenwashing? Et dans la même optique, pensez-vous que les entreprises investiront réellement pour se conformer aux règles, ou craignez-vous qu'elles optent pour des solutions superficielles? Et toujours pareil, donc quel mécanisme de mesure recommandez-vous pour assurer la crédibilité de ces engagements? Alors comment on fait pour faire avancer les entreprises quand en plus on est payé par les entreprises? Ouais. Tout à fait. Après, je reformule à ma manière. Hein, non, mais c'est une bonne question. Et je commencerai par ce point, parce que je pense que c'est toujours un peu the elephant in the room, comme on dit en bon français, de savoir... quel est le rôle du consultant et du coup, est-ce qu'on n'est pas là pour faire plaisir aux clients? Et je peux répondre déjà en tant que Cantis, disons que Cantis, si vous ne le savez pas, le nom vient de quantification. Notre ADN, c'est d'être basé sur la science et de donner des réponses qui soient le plus scientifiquement robustes possible. Et nous, quelque part, c'est toute notre crédibilité qui est en jeu. C'est-à-dire que le jour où nous, Cantis, on se retrouve dans un problème de greenwashing, on doit changer de nom, quelque part. Donc déjà, ça, c'est un point hyper clé pour nous. Et ça répond en partie à la question, c'est-à-dire que nous, notre rôle, et je réponds pour Cantis, donc encore une fois, je pourrais aborder un peu le cas de BCG à part, mais sur le côté de notre domaine d'expertise, c'est un peu différent. Notre rôle, c'est d'accompagner l'entreprise déjà dans la compréhension de ces enjeux-là. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Et comme disait Véronique, parfois, elles ne sont pas conscientes de quel est le niveau d'effort qui est nécessaire. Nous, on n'est pas là pour leur cacher la réalité. Et on se rend compte, effectivement, je vais être honnête avec vous, aujourd'hui, quand on travaille avec une entreprise et on construit un plan de décarbonation, la plupart du temps, on arrive à la fin de l'exercice en leur disant « Bon, bah, il reste ça à trouver, encore de gains à faire sur... on a trouvé ça comme gain déjà, clair à faire. Il y a 50% des chemins, on ne sait pas comment vous allez faire. » C'est des réponses qu'on doit leur donner. Et notre rôle, c'est de les accompagner dans ça, de comprendre, OK, avec les options que vous avez aujourd'hui sur la table, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, et comment on met en place, comment on va plus loin, quelles autres solutions existent. Et c'est là où, effectivement, les équipes BCG vont pouvoir aller encore plus loin en termes de qu'est-ce que ça veut dire en termes de modèle d'affaires. Est-ce qu'il y a de nouvelles solutions à laquelle on peut réfléchir dans le modèle d'affaires, en termes de où est-ce qu'on trouve potentiellement de l'argent pour gérer ces questions, parce que ça a un coût potentiellement et il faut qu'on trouve les meilleures solutions et les plus adaptées pour agir. Merci. Alors on va poursuivre avec les étudiants, mais je m'adresse aussi au public. Si vous avez des questions, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent aussi. Ouh là là, il y a beaucoup de questions qui se... Alors, si les étudiants ne m'en veulent pas, m'en voulez pas, vous êtes d'accord, on passe par le public. Alors je vous propose de prendre 3 questions du public. Donc on va les prendre toutes les 3 en même temps, comme ça permettra de se répartir. Il y en a peut-être qui se recouperont, ça permettra, il nous reste un quart d'heure, donc on essaye d'avoir une bonne gestion du temps. Alors, il y a monsieur, il y a madame qui sera juste en dessous, qui a levé le bras dans les premiers, et puis on prendra monsieur aussi. Oui, bonjour. Le thème de cette conférence mentionnait la sortie de l'impasse. Donc, je serais curieux d'avoir
quelques éclairages, chacun avec votre regard sur des pistes porteuses d'espoir, parce qu'effectivement, les accélérations, etc. On l'a un peu fait quand même. Hein. On a un quand petit même peu, dessiné. mais peut-être des exemples très concrets que vous voyez. Voilà. Merci. Merci, monsieur. Madame. Bonjour. Moi, ma question, elle est liée à la notion d'impact. Vous avez beaucoup parlé de réglementation, et là, je vais exprimer une frustration personnelle, qui est l'impression souvent qu'il y a un côté incantatoire, parce que les réglementations est pensée que partiellement. Par exemple, nous, on est très exigeants au niveau européen, mais ce n'est pas le cas dans le reste du monde, et on voit qu'on apporte des choses qui ne sont pas forcément dans nos normes. On a aussi parfois les citoyens qui suivent, enfin les consommateurs qui ne suivent pas, ou des moyens, vous l'avez dit, que n'ont pas forcément les entreprises pour suivre la réglementation. Et du coup, le seul impact qu'on voit, c'est que finalement, ça pénalise les acteurs qui jouent le jeu. On voit des gens qui vont vers du bio et que finalement, la demande, elle s'effondre, et voilà. Et donc l'impact, il n'est pas celui qu'on aurait souhaité au départ. Et pour prolonger la question de l'impact, je me demande aussi pourquoi on ne va pas sur des choses qui semblent assez fortes, comme par exemple de traiter la question de la fast fashion, où on voit qu'il y a... Là, pour le coup, en termes d'impact, on laisse passer ça, ça continue. Pourquoi on ne va pas plus loin sur l'économie circulaire? Enfin voilà, c'est entre l'intention et l'impact, je vois une différence et c'est frustrant, et ça m'intéresse de voir votre avis Entre là-dessus. l'intention, la norme et l'impact. C'est une très bonne question, madame. Bonjour, merci pour votre intervention à tous les 9. Ma question, elle est un peu dans la continuité des 2 questions précédentes. Simplement, je vais m'attarder sur une notion que je pense que plus ou moins tout le monde connaît ou a déjà entendu parler. Justement, le thème, c'est la stratégie pour sortir de l'impasse. Quand on entend impasse synonyme de limite, moi, ce qui me venait à l'esprit, j'aimerais vraiment avoir votre avis à tous les 4 personnels, avec évidemment vos paires de lunettes respectives, c'est... Est-ce qu'au final, il n'y a pas cette idée de limite? On a parlé de normes. Est-ce qu'il n'y a pas, d'une certaine manière, une limite à avoir, à penser? On parle de limite planétaire, on parle d'économie du donut. Madame Léon et Madame Andrieux, justement, peuvent avoir cette vision en tête. Il y a le côté social, le plancher, et évidemment le plafond. Et cette idée de limite planétaire, bien que Madame Andrieux l'a abordée, elle est très peu évoquée. Évidemment, on a de la méthodologie, on a des outils, mais au final... d'une certaine manière, dans tout ce qu'on fait, et en tant qu'humain même, j'élargis un petit peu, désolé si c'est un peu trop long, mais on a tous des limites physiques, justement. Monsieur Boller pourra en parler. On a longtemps considéré qu'on n'en avait pas, et on découvre qu'on en a. Exactement. Voilà. On a des limites, concrètement. On a un budget, et d'une certaine manière... il n'est pas illimité. Exactement. Et moi, ça m'intéresse vraiment parce que... Par comment on intègre cette dimension des limites planétaires, Voilà. qui est un concept qui a été porté par une partie des scientifiques, hein, donc, à travers à la fois la question des limites planétaires et puis la question de l'économie du donut. C'est deux concepts qui se sont effectivement qui sont descendus dans la société civile, donc c'est assez intéressant. Ça tient un peu parfois de la vulgarisation scientifique, mais je vais moins rentrer dans ce champ d'expertise, mais c'est aussi une question très intéressante. Peut-être, Véronique, commencer avec vous sur la question de l'impact et des normes. C'est-à-dire que Madame l'exprimait à sa manière, et ça prolonge, en fait, c'est en filigrane vraiment dans les 3 questions. C'est comment on a de l'impact, finalement, comment on arrive à faire bouger les choses. Et il peut y avoir des frustrations à la fois parce que les normes, on se dit bah oui, mais est-ce que finalement il n'y a pas un effet boomerang? Je reprends l'expression de Madame en disant bah, finalement c'est celles qui vont le respecter qui vont se retrouver pénalisées sur le marché parce qu'il y aura plein d'autres passagers clandestins, comme on dit en économie, qui vont pouvoir prendre des parts de marché parce que vous aurez fixé des exigences plus grandes. Et puis il y a peut-être des sujets plus micro. Vous avez évoqué la fast fashion notamment, ou le bio, où c'est des sujets où on pourrait d'un côté soit fermer la porte et l'ouvrir davantage pour le second sujet. Et on voit là qu'il y a une loi au Parlement sur la fast fashion, mais elle traîne toujours un peu dans les aléas politiques. Et voilà, comment cette articulation entre régulation, impact, résultat tangible, concret? Eh bien, merci beaucoup pour la question. Alors, je suis complètement d'accord. La réglementation n'est pas tout. C'est pas l'alpha et l'oméga. C'est certain. Pour nous, c'est une des briques nécessaires pour parvenir à cette transition, pour la simple raison que les démarches volontaires ont échoué.
et que ce n'est pas une addition de tout petits gestes à la marge qui va permettre de, malheureusement, voilà, en termes de qualité de leadership dans les grandes entreprises du CAC 40, je ne parle pas des petites PME ou des petites ETI, pas du tout, mais je parle des grosses entreprises, eh bien, pour certains encore, ce qui fait la raison pour laquelle ils décident de changer, c'est pour une mise en conformité. Donc voilà, c'est... voilà. Le deuxième point, c'est que certaines de ces réglementations ont une théorie de changement derrière qui est assez intéressante. Je pense par exemple à la réglementation de déforestation de l'Union européenne. L'idée, c'était que, précisément, ça permette d'élever le niveau de respect des normes environnementales dans les pays sources. Si on pense au bois, eh bien, au moment d'importer du bois en Europe, ça voudrait dire qu'au moment des douanes, il faudrait montrer que ce bois ne vient pas de la déforestation. Donc ça a un impact au Brésil, en Afrique, bien sûr. Partout. Bassin du Congo, etc., etc. Donc c'est un exemple. Après, le diable est dans les détails et très souvent dans les décrets d'application des réglementations. Un exemple, c'est alors excusez-moi pour les sigles parce que là, c'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui a été lui aussi un élément utilisé. Le décret d'application a mis l'accent sur, il me semble, 4 matières premières clés très très polluantes comme le ciment, l'acier, etc. D'accord. Malheureusement, alors déjà avec un coût de l'énergie en Europe qui est x3 vis-à-vis de certains de nos concurrents aux États-Unis et ailleurs, et si on renchérit le coût de la matière première importée, vous vous rendez compte que l'équation, effectivement, du coup, on se tire un peu une balle dans le pied en termes de réindustrialisation en France, etc. Et que du coup, c'est plutôt sur les produits finis dont on peut, avec une ACV, une analyse de cycle de vie, identifier la teneur carbone, de pouvoir trouver des réponses intéressantes. Alors, les règles de concurrence à l'OMC, etc. Bon, je ne veux pas rentrer dans des argumentaires trop compliqués, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, entre la raison d'être et l'esprit de la réglementation et la manière concrète dont elle est appliquée, il y a des deltas et des erreurs. Néanmoins, pour moi, la réponse à ça, c'est pas de jeter à la poubelle la réglementation. C'est d'améliorer la mise en œuvre. Et c'est pour ça que nous, on se bat pour dire, mais on comprend, et peut-être, voilà, il y a des améliorations à trouver, évidemment, des exonérations, des décalages, peut-être, évidemment, pour les PME, les ETI, bien sûr, il faut plus de temps pour certains, etc. Et donc, comment on ajuste l'application ? Mais voilà, mais la réglementation reste, je pense, un aspect absolument fondamental. Oui. Non, j'allais répondre sur les limites planétaires, mais... allez-y, vous avez le micro, allez-y. Ok. Du coup, sur les limites planétaires, oui, alors moi j'ai eu la chance, il y a peut-être 15 ans, j'étais justement avec Madame Roseworth, elle nous présentait sa théorie du donut, et donc après il y a eu une deuxième version, etc. Donc c'est vraiment, voilà, pour moi, quelque chose d'extrêmement important parce qu'en plus, elle fait extrêmement bien le lien entre le plancher social et le plafond environnemental. Et ça me semble extrêmement important. Les objectifs de développement durable à 2030, 80% sont à risque si on ne tient pas nos objectifs climat et biodiversité. Donc il y a un lien. Absolu. C'est juste, on ne peut pas parler d'effectivisation des droits humains sans la nature, sans le climat. Les réfugiés climatiques, les questions de sécurité alimentaire. J'ai travaillé longtemps sur les questions de faim dans le monde. Honnêtement, en termes d'insécurité alimentaire, d'accès à l'eau, de conflits dont la source, qui sont bien sûr toujours multifactoriels, mais dont ça appartient, c'est un des ingrédients fondamentaux, c'est voilà, une crescendo. Donc là, je veux dire, c'est extrêmement important, cette composante de limites planétaires. Et peut-être juste dire qu'on parle beaucoup ici climat, biodiversité. Pour rappel, ce ne sont que 2 des limites planétaires. Toutes les autres, on parle trop peu sur les questions pollution nitrate, eau douce, etc. Et donc là, peut-être on pourrait parler de la question de découplage et à quel point est-ce que ce découplage est de la science-fiction ou pas. Aujourd'hui,
en termes de climat, par exemple. Le découplage, il y a eu la croissance économique en Europe. Croissance économique et décarbonation est un fait. Enfin, réduction des émissions. Ça a avancé et donc on peut dire, mais c'est le début. La fin de la phrase, est-ce que ça va, si on va jusqu'au bout du raisonnement, est-ce que c'est possible? Certainement, il faudra changer des usages, il faudra réduire. C'est pas juste l'économie circulaire, c'est certainement pas le technosolutionnisme avec les fausses bonnes idées dont certains d'entre vous avaient parlé et dont les COP deviennent des mégaphones de certaines d'entre elles, tout le CCS et enfin bref. Donc c'est certainement pas le cas, mais il y a par exemple, moi je parle toujours de terre et d'eau, parce qu'en termes d'efficacité à l'usage, on n'est pas bien. Les gars, utilisez autant d'eau, autant de terre pour donner à manger à du bétail qu'après on va manger, en termes d'empreinte, ça fait aucun sens. Il faut davantage de la protéine végétale et c'est pas juste une question de vegan ou de je sais pas quoi du tout. C'est une question d'efficacité à l'hectare et d'efficacité au litre, exactement. Voilà, mais c'est... Ok, c'est très intéressant. Chris, je vous pose quand même... après, on reviendra sur la question de l'impact peut-être avec Marie-Lise et Martial, mais puisque là, on est sur la question des limites planétaires. Il m'est arrivé d'en discuter avec des scientifiques, et j'ai senti qu'il y avait quand même des sensibilités différentes sur le sujet, et notamment parce que c'est traduit de l'anglais. Et donc, sur les limites planétaires, il y a la question des tipping points et la question des boundaries. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, il y a des points de bascule qui sont définitifs en matière de limites planétaires, c'est-à-dire, voilà, et puis, ou est-ce que ce sont des boundaries, c'est-à-dire ce sont des frontières, c'est-à-dire à l'échelle, si je parle vraiment sous votre contrôle, là, je vais un peu au-delà de mes compétences, mais il y a des écosystèmes, par exemple, marins, où on sait que si c'est à un moment donné tellement dégradé, on sait que là, c'est irréversible, ça va se détruire. Mais à l'échelle de la planète, il n'y a pas encore totalement de consensus pour dire que sur une des grandes limites, il y a des situations irréversibles. Ce qui ne veut pas dire que... parce que l'avantage vous voyez bien la différence entre un point de bascule et une frontière. La frontière, vous pouvez la parcourir dans les deux sens. Vous pouvez à un moment donné passer de l'autre côté et puis vous pouvez revenir. Bon, et donc tout ce débat dans les scientifiques pour savoir jusqu'où on comprend cette question de la limite est absolument passionnante et je crois savoir que ça fait encore partie de champs scientifiques, même si une chercheuse que vous avez citée a inventé ce modèle de compréhension qui est formidable pour nous tous parce qu'il est formidablement pédagogique, il est très puissant en termes de récit, j'allais dire. Oui, effectivement, c'est une très bonne base de la réflexion, de réfléchir ensemble sur où on est, où on va, où sont les urgences, etc. Il y en a certaines limites planétaires qui sont très claires. Le lien entre le CO2 atmosphérique et la température de la planète, c'est linéaire. Et la concentration de CO2 dans l'atmosphère, c'est corrélé avec le climat pour 95% de l'équation. Après, il y a des détails, etc. Mais s'il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, la température va augmenter, car CO2, c'est un gaz à effet de serre. C'est la physique. C'est pas de la magie, c'est la physique. C'est partout dans l'univers. Donc, pour certaines limites planétaires, c'est clair. Pour autre chose, c'est beaucoup moins clair. Par exemple, les aérosols dans l'atmosphère. C'est quelque chose que la science n'a pas du tout maîtrisé. Ça commence à peine maintenant à considérer tous les aérosols qui sont présents dans l'atmosphère, des particules, les fragments de plastique, les molécules polluantes, etc. On a à peine pris conscience du danger lié à tout ça. Donc, on est très loin de définir une tipping point, une limite planétaire liée à ça. Certes, ça, c'est un travail des scientifiques dans l'avenir. Mais voilà, il y a des limites planétaires, certains sont très clairs. Le CO2, l'acidification des océans, on peut se baser sur quel a été l'impact de l'acidification dans le passé lors des 5 extinctions massives dans le passé.
de l'histoire de la vie sur Terre, mais autre chose, on commence à maîtriser à peine. Voilà, la science est encore un champ en devenir, on va dire. C'est ça qui est assez fascinant. Est-ce que Marie-Lise, vous voulez dire un petit mot sur les questions de normes et d'impact et de la façon dont vous voyez les choses voilà, sur la frustration qu'on peut avoir dans l'effectivité des normes, puis des risques de défaut de concurrence, j'allais dire, avec des gens qui ne les respecteraient pas. Ouais. Et nous, on s'impose des standards, mais si on est les mieux-disants sur tous les sujets, est-ce qu'on ne va pas le payer économiquement, dans l'emploi, dans le business? Cette question-là, elle interroge la question de la temporalité. Et en fait, la difficulté que l'on a, c'est de concilier l'activité économique, sociale, avec une temporalité qui nous dépasse complètement. Et que il faut avoir, nous on a toujours en tête que, et c'est pas facile à tenir un discours dans une entreprise que à très court terme ça peut paraître gagnant, mais qu'à moyen long terme ça coûtera plus cher. Et je pense que vu je vois le temps qui passe et l'intitulé, nous sortie de l'impasse, le risque aujourd'hui de la sortie de l'impasse, c'est de faire demi-tour et de se dire on va rogner sur des ambitions, on va revenir sur des délais, on va revenir sur des normes. Et je pense que nous, alors notre rôle, c'est de se dire comment on trouve une autre voie de passage et que cette voie de passage, elle se fait avec les acteurs. Et à la question il y a deux éléments sur lesquels je voulais revenir. Comment concrètement on le fait, je pense que, et comment on peut être porteur il faut qu'on soit tous et toutes porteurs d'espoir. Et ce n'est pas forcément facile dans la période, mais je prends un exemple très concret. Nous, on a, dans le secteur, je l'évoquais très rapidement, on a des secteurs d'activité particulièrement en difficulté aujourd'hui pour beaucoup de raisons. Il y a des discours, du coup je le glisse au passage, des discours totalement irresponsables de certains acteurs d'activité, de certains secteurs, je pense notamment aux cimentiers, qui expliquent aujourd'hui tranquillement dans les entreprises que s'ils ferment, c'est à cause de l'écologie. C'est-à-dire que ce sont des secteurs d'activité qui se sont fait beaucoup, qui ont perçu énormément d'argent, notamment avec des permis à polluer, qu'ils ont vendus. Ils ont récupéré de l'argent, ils n'ont pas investi. Et aujourd'hui, ils expliquent à leurs salariés, on est obligé d'arrêter, on ferme parce qu'il y a des contraintes, il y a des normes environnementales, etc. Donc je pense que là où il faut que nous, on soit porteurs d'espoir, c'est de se dire, il faut déconstruire ces discours et de dire aux salariés que je représente, il y a des voies de passage, vous allez être accompagnés, et il faut qu'on ait du temps et qu'on puisse, quand ça n'a pas été anticipé, c'est sûr que c'est une difficulté supplémentaire. Et donc, nous, une des pistes un des éléments que l'on défend aujourd'hui, sur lequel on n'est pas prêt du tout en France, c'est la question des reconversions massives des personnes. Aujourd'hui, il y a beaucoup, donc on a un travail sur la formation professionnelle. Aujourd'hui, on sait adapter des postes à la marge, on sait créer quelques passerelles, mais on est incapable aujourd'hui, de façon suffisamment solide, de dire à un salarié qui travaille dans une usine, par exemple, de fabrication de pots d'échappement, il y a encore des entreprises qui, il y a peu de moteurs temps, thermiques. Il y en a encore, oui, mais quand je disais la question de la chaîne de valeur, c'est qu'on a encore des entreprises qui n'ont absolument pas communiqué en interne ou adapté leur stratégie en expliquant aux salariés qui fabriquent des pots d'échappement qu'avec le moteur électrique, l'activité, elle allait être fortement réduite. Et donc, tout ce temps qui n'est pas mis à disposition de l'anticipation et de se dire comment on accompagne chacun, je pense que... et on a un enjeu sur la question des reconversions lourdes. Aujourd'hui, on n'est pas équipé pour faire face à... Donc, ça génère de la peur, ça génère des freins. Et donc, il y a une grande partie du monde du travail qui considère qu'il vaut mieux ne pas y aller, ne pas accélérer et de se dire, voilà, si on veut être sécurisé, le statu quo est forcément préférable. Et je pense que c'est un des enjeux aussi vous évoquiez est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers des choses plus fortes contre la fast fashion, etc. Je pense qu'il faut qu'on travaille aussi sur la question de ce qui est, je pense, une des expressions du mouvement des Gilets jaunes, c'est le droit à la consommation. Et aujourd'hui, si on n'intègre pas un certain nombre c'est très compliqué. Il y a tout je pense, un travail à mener autour de cette question
de la responsabilisation de chacun sans être moralisateur et de aussi dire que la responsabilité, elle est auprès de chacun et de chacune, mais elle est aussi beaucoup dans le monde économique, auprès des pouvoirs publics, et que chacun à son échelle une prise de responsabilité et ne pas aller vers une responsabilisation appuyée et sur laquelle on mettrait un coup de loupe auprès des individus, alors que les pouvoirs publics vont de renoncement en renoncement, et que je pense que ça ne peut aller que ça ne peut que nuire aux enjeux du moment. Voilà, on aura besoin d'avancer tous ensemble en fait dans cette affaire-là, les citoyens, les consommateurs que nous sommes, aussi dans nos formations professionnelles respectives, et puis tous les acteurs, tous ceux, bien évidemment, tous les leviers de pouvoir où on peut cranter, si j'allais dire, voilà, une accélération de la transition. Je voudrais remercier chaleureusement nos 4 panélistes de s'être aussi livrés aux questions. Remercier les étudiants qui avaient préparé, qui ont posé d'excellentes questions, et puis vous tous d'être venus un samedi matin. Merci à vous.